Accusé à tort par mon père de lui avoir volé 20 000 € à 19 ans, j'ai été banni de la famille. 10 ans plus tard, mon frère a retrouvé l'argent caché par mon père lui-même. Aujourd'hui, il veut tourner la page, mais je l'ignore. Je m'appelle Christophe. J'ai 29 ans aujourd'hui. Mais tout a commencé il y a une décennie, quand j'en avais 19. Je vivais encore chez mes parents, assez naïf pour croire que la famille serait toujours là pour vous, quoi qu'il arrive. J'ai grandi dans un quartier pavillonnaire assez classique, le genre d'endroit où les pelouses sont tondues juste ce qu'il faut pour ne pas faire tache et où les gens se saluent plus par habitude que par réelle chaleur. Notre maison avait 3 chambres, un sous-sol aménagé et un garage que mon père fermait à double tour comme si c'était la Banque de France. Pourtant, il n'y avait presque rien de valeur à l'intérieur. À cette époque, mes parents étaient mariés depuis 22 ans, bien que les 5 dernières années n'aient été qu'une succession de disputes étouffées et de silence glacial. Je les entendais se quereller à travers les murs presque un soir sur 2. Dès l'âge de 16 ans, j'avais appris à m'endormir avec des écouteurs, ma playlist en mode aléatoire juste pour couvrir la tension. Mon père a toujours été un homme intense. Pas violent physiquement, mais sévère d'une manière qui transformait chaque situation en un test que l'on pouvait rater. Il arborait en permanence un air renfrogné, comme si même respirer trop fort pouvait vous valoir une leçon sur le respect. Il travaillait dans l'immobilier d'entreprise et se comportait comme un homme qui s'était battu pour arriver là où il était et méprisait quiconque n'avait pas fait de même. L'argent était sacré pour lui, tout comme la loyauté, du moins sa version de la loyauté. Il n'hésitait jamais à nous rappeler, à mon frère aîné Antoine et à moi, que tout ce que nous avions venait de ses sacrifices. Ma mère, Evelyne, était le tampon entre nous. Elle n'était pas faible, juste fatiguée. Le genre de fatigue qui ne vient qu'après des années à essayer de maintenir la paix dans une zone de guerre. Antoine, de 2 ans mon aîné, a toujours su comment rester dans les bonnes grâces de mon père. Il était l'enfant modèle, capitaine de l'équipe de foot, boursier, charmant avec les adultes. Il ne pouvait rien faire de mal. Moi, j'étais le discret, le gamin qui avait des notes correctes, travaillait à temps partiel dans une librairie et restait dans son coin. Je ne causais jamais de problème. Je n'étais juste pas impressionnant. Je me souviens du jour où tout a basculé comme si c'était hier. C'était au début du printemps, une semaine après mon 19e anniversaire. Le temps se réchauffait enfin et je venais de rentrer de mon travail quand j'ai vu mon père faire les 100 pas dans la cuisine, la mâchoire serrée, le regard fou. J'ai à peine eu le temps de poser mon sac à dos avant qu'il ne se tourne vers moi. « Il est tout » a-t-il aboyé. J'ai cligné des yeux. Quoi donc ? Mon argent. Les 20 000 € que j'avais dans le coffre. Ils ont disparu. J'ai cru qu'il plaisantait. 20 000 €? C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu de ma vie. Tu avais 20 000 € qui traînaient dans un coffre? Ne joue pas à l'idiot, a-t-il grondé en s'approchant. Je sais que c'est toi. Tu es le seul à connaître la combinaison à part moi. Je suis resté là, abasourdi. Je n'avais aucune idée qu'il gardait une telle somme à la maison, et encore moins qu'elle avait disparu. Je n'ai rien pris, papa. Je te le jure. Il n'a même pas hésité. Menteur. Le mot m'a frappé plus durement qu'il n'aurait dû. Non pas parce que c'était la première fois qu'il m'accusait de quelque chose. Ce n'était pas le cas. Mais parce que cette fois, je pouvais le voir dans ses yeux. Il le pensait. Il croyait vraiment que je l'avais volé. Maman est arrivée en courant du salon, confuse et paniquée. Qu'est-ce qui se passe? Il a volé 20 000 € dans le coffre, a dit sèchement mon père, en me montrant du doigt comme si j'étais un criminel qu'il venait de prendre en flagrant délit. Quoi? Christophe ne ferait jamais ça. Ne le défends pas, Evelyne. L'argent a disparu, et c'est le seul qui y avait accès. Pas besoin d'être un génie pour comprendre. Antoine est arrivé quelques minutes plus tard, visiblement rappelé d'urgence. Il nous a regardés, perplexes, puis n'a rien dit. Pas un mot. Il s'est juste tenu à côté de papa avec ce même regard sceptique qu'il m'adressait toujours quand il pensait que j'exagérais. J'ai essayé de me défendre. Je les ai suppliés de m'écouter. J'ai même proposé de les laisser fouiller ma chambre, mon compte en banque, tout. Mais ça n'avait pas d'importance. Mon père avait déjà décidé que j'étais coupable. Maman n'a pas dit grand-chose après ça. Elle avait juste l'air vaincue,
comme si quelque chose s'était finalement brisé en elle. Antoine est resté silencieux, et ce silence était pire que tout le reste. Ce soir-là, papa m'a dit de faire mes valises et de partir. Je n'étais plus le bienvenu sous son toit. Je n'avais nulle part où aller. Je n'avais même pas encore commencé mes études supérieures. Mes économies étaient ridicules, et je n'avais jamais cherché d'appartement parce que je pensais vivre à la maison pendant au moins une année de plus le temps de m'organiser. Mais rien de tout ça n'importait. En 24 heures, j'étais dehors. J'ai passé les 2 premières semaines sur le canapé d'un collègue, essayant de ne pas pleurer chaque fois que je regardais mon téléphone. Pas parce que j'attendais des excuses de mon père. Je savais qu'il n'y en aurait pas. Mais parce que maman n'avait pas appelé, Antoine n'avait pas envoyé de texto. Personne n'avait pris de mes nouvelles. Je me sentais comme un fantôme. Et puis les rumeurs ont commencé. La famille élargie, les amis de la famille, même quelques personnes de mon ancien lycée. Il paraît que tu as volé ton père. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent? Je ne te pensais pas comme ça. J'ai alors compris que mon père ne s'était pas contenté de me mettre à la porte. Il avait pris soin de pratiquer la politique de la terre brûlée derrière moi. À chaque Noël, chaque repas de famille, chaque événement, j'étais l'absent dont tout le monde parlait à demi-mot. Et si mon nom était mentionné, c'était avec un hochement de tête et une histoire sur le fait que j'avais choisi une autre voie. J'ai essayé d'aller de l'avant. Vraiment. J'ai travaillé, économisé, je me suis finalement inscrit en IUT, puis j'ai intégré l'université et obtenu une licence en communication numérique. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Je me suis construit une vie. Je me suis fait des amis. J'ai appris à porter le fardeau d'être la déception de la famille. Et pourtant, peu importe où j'allais, la douleur ne m'a jamais complètement quitté. J'entendais parler des fiançailles d'Antoine où je voyais des photos de réunions de famille en ligne, où il manquait toujours un visage, et ça me frappait à nouveau. L'injustice, la trahison, le fait d'avoir été traité de voleur par mon propre père et que personne n'ait pris la peine de chercher plus loin. Ce n'est que 10 ans plus tard que la vérité a enfin éclaté. Pas grâce à mon père. Pas à la suite d'une confession dramatique ou d'excuses sincères. Non, elle est venue d'un fichu panneau mural dans le sous-sol. Antoine et sa femme avaient emménagé temporairement chez mes parents pendant la construction de leur nouvelle maison. Et il avait décidé de rénover le sous-sol pour en faire une petite suite d'amis. Ça devait être un chantier rapide, un peu de placo, un nouveau sol, peut-être une nouvelle couche de peinture. Mais pendant la démolition, il a trouvé quelque chose de coincé derrière l'un des panneaux. Une enveloppe, vieille, poussiéreuse et bien fermée. À l'intérieur, il y avait 20 000 € en espèces, accompagnés d'un mot. Un mot de l'écriture de notre père. Il disait, à conserver en lieu sûr jusqu'à la finalisation du divorce. Ne faire confiance à personne, même pas à Evelyne. Antoine m'a appelé le jour même. Je ne lui avais pas parlé depuis presque 7 ans. Quand j'ai vu son nom s'afficher sur mon téléphone, mon estomac s'est noué. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Sa voix était basse. Hésitante. Il m'a raconté ce qu'il avait trouvé. Il m'a lu le mot. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Finalement, j'ai demandé, alors, je ne mentais pas, après tout. Il a expiré comme s'il avait retenu son souffle pendant des années. Non, tu ne mentais pas. Et puis il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Papa veut te parler. Il dit qu'il veut passer à autre chose. C'est à ce moment-là que tout est revenu. Pas seulement l'accusation, mais le silence, la trahison, les années passées à être effacées. Je ne lui ai pas répondu tout de suite, car je savais que la suite ne serait pas une simple conversation. Et c'est là que la véritable histoire a commencé. Quand j'ai raccroché le téléphone ce soir-là, je suis resté assis dans mon appartement sombre pendant près d'1 heure sans bouger. Pas de musique, pas de distraction. Juste moi, mes pensées et une vague d'émotions que je n'arrivais pas à démêler assez vite. La rage, le sentiment d'être enfin justifié, la confusion, mais surtout, un vide. Je ne célébrais pas le fait d'avoir eu raison. Je pleurais le fait qu'il ait fallu 10 ans pour que quelqu'un s'en soucie. La voix d'Antoine résonnait encore dans mes oreilles. Papa veut te parler. Parler. Comme si de rien n'était. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là.
Mon esprit rejouait de vieilles scènes comme un diaporama maudit que je ne pouvais pas arrêter. Papa, debout dans la cuisine, le doigt pointé sur moi. Antoine, regardant en silence pendant que je faisais mes valises. La façon dont ma mère n'osait même pas croiser mon regard alors que je franchissais la porte d'entrée avec 2 sacs de sport et nulle part où aller. Les semaines suivantes, quand mon téléphone est resté silencieux, quand les gens que j'appelais ma famille n'ont pas levé le petit doigt pour savoir si j'allais bien. Et maintenant, ils voulaient passer à autre chose. Le lendemain, j'ai reçu un autre appel, de ma mère cette fois. C'était la première fois que j'entendais sa voix depuis que je lui avais envoyé une carte pour son anniversaire 5 ans plus tôt. Pas de réponse, pas de merci, juste le silence. Et maintenant, soudain, la voilà. Christophe, dit-elle doucement. Antoine m'a raconté ce qu'il a trouvé. On ne savait pas. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence s'installer. J'aurais dû te croire, a-t-elle murmuré. Cette phrase n'a pas eu l'effet escompté. Ce n'était pas un baume. C'était une pelle qui déterrait tout ce que j'avais enfoui. Son silence, pendant toutes ces années, n'avait pas été neutre. C'était un choix. Elle avait choisi le confort, choisi de préserver l'ego de mon père plutôt que de me défendre. J'ai perdu 10 ans de ma famille, ai-je finalement dit. Parce que personne ne m'a cru. Je sais, et je suis tellement désolé. Ton père. Il pensait que tu fouinais dans la maison la nuit. Il était très stressé par le divorce. Non, les jeux coupés. Ne lui trouve pas d'excuses. Il y a eu une pause, puis un silence. Il veut s'excuser. Est-ce qu'il l'a dit, ou est-ce que tu espères juste que je vais faciliter les choses pour tout le monde? Elle n'a pas répondu à ça. Je n'ai pas raccroché brutalement, mais j'ai mis fin à l'appel rapidement. Mon esprit tournait à plein régime. Je ne savais pas quoi faire de tout ça. Il n'y avait pas de mode d'emploi pour réagir quand votre famille se souvient soudainement de votre existence. Quelques jours ont passé. J'ai ignoré 2 autres appels d'Antoine et un de mon père. Puis un texto. De papa, j'ai fait des erreurs. Parlons-en, s'il te plaît. Je l'ai fixé pendant un long moment. J'aimerais pouvoir dire que ça ne me touchait plus, que j'étais passé à autre chose, que j'avais construit une vie meilleure et que je n'étais pas affecté. Mais ce serait un mensonge. Ça me touchait profondément. Trop profondément. Ce texto a rouvert des blessures que je pensais cicatriser. Alors, après une semaine de débats internes, j'ai accepté de les rencontrer. Nous avons choisi un lieu neutre, un café à mi-chemin entre chez nous. Antoine est venu aussi. Je ne les avais pas vus depuis près de 10 ans. Papa avait l'air plus vieux, plus mince. Ses cheveux étaient devenus presque entièrement gris, et les rides profondes autour de ses yeux semblaient avoir été creusées par la culpabilité. Antoine avait l'air à peu près pareil, bien qu'il y eût quelque chose dans sa posture. Plus prudent, moins confiant. Quand je suis entré, ils se sont tous les deux levés, ne sachant pas s'il fallait me serrer la main ou me prendre dans leurs bras. Je me suis juste assis. Personne n'a parlé pendant un moment. Puis mon père s'est éclairci la gorge. Tu as l'air en forme. Je n'ai rien dit. Il a réessayé. Je sais que je ne mérite pas de demander ça, mais j'aimerais te dire que je suis désolé. Sa voix était tendue, contrôlée, comme s'il avait répété son texte. J'ai finalement levé les yeux. Désolé de quoi? Il a cligné des yeux. De t'avoir accusé, de t'avoir mis à la porte. De ne pas t'avoir cru. C'est un début, ai-je dit. Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Antoine avait l'air mal à l'aise. Il s'est agité sur sa chaise. Papa a expiré lentement. Je traversais une période difficile à l'époque. Ta mère et moi. Arrête, ai-je dit sèchement. Ne blâme pas le divorce. Ne dévie pas. Tu as dit à tout le monde que j'étais un voleur. Tu as coupé tous les ponts que j'avais. Tu t'es assuré que personne ne prendrait mon parti. Je n'ai pas seulement perdu un toit. J'ai perdu toute ma famille. Papa fixait la table. Je pensais que tu avais pris l'argent, dit-il enfin. J'ai paniqué. J'étais en colère. Je voulais un coupable. Alors tu as choisi ton fils. J'ai choisi celui qui n'était pas Antoine, a-t-il marmonné. C'était la première fois qu'il l'admettait à voix haute.
L'enfant prodige. Le discret. Ça avait toujours été comme ça. Antoine s'est penché en avant. J'aurais dû dire quelque chose à l'époque. Je savais que ça n'avait pas de sens. Tu n'as jamais menti, jamais volé, tu n'as même jamais haussé le ton. Alors pourquoi ne m'as-tu pas défendu, ai-je demandé. Il avait l'air honteux. Parce que c'était plus facile de ne rien faire. Parce que papa avait déjà pris sa décision, et je ne voulais pas être le suivant. Voilà. Plus facile. Ce mot m'a frappé comme une gifle. Plus facile de m'abandonner que de risquer leur propre confort. Plus facile de me laisser porter le poids de quelque chose que je n'avais pas fait que de confronter l'homme qui régnait sur nous comme un dictateur. Papa a finalement levé les yeux. Je sais que j'ai tout gâché, mais je veux arranger les choses. Je veux qu'on ait à nouveau une relation. Je l'ai regardé, son visage ridé. Les yeux qui m'avaient regardé avec dégoût me suppliaient maintenant de pardonner. Tu n'as pas seulement tout gâché, ai-je dit lentement. Tu as ruiné ma vie pendant des années. Tu as dit à chaque cousin, tante, ami et voisin que j'étais un criminel. Tu ne t'es jamais demandé si tu avais tort. Il a hoché la tête, déglutissant difficilement. Je sais, et je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner s'il le faut. Le reste de sa vie. Comme si c'était un chèque qu'il pouvait signer. Je ne lui ai pas donné de réponse. Je me suis juste levé, j'ai dit que j'avais besoin de temps et je suis parti. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là, car 2 semaines plus tard, j'ai découvert quelque chose qui a fait basculer la situation au-delà du point de non-retour. Je déjeunais avec ma cousine Rachel, l'un des seuls membres de la famille à m'avoir envoyé quelques messages discrets au fil des ans, même si c'était rare. Elle avait entendu parler de la découverte dans le sous-sol et voulait prendre de mes nouvelles. C'était la première fois que je la voyais en personne depuis mes 19 ans. Nous étions à mi-chemin de notre repas quand elle a dit quelque chose qui m'a glacé. Tu sais, ton père a dit à tout le monde qu'il avait déposé une plainte à l'époque. Je me suis figé. Il a fait quoi? Oui, a-t-elle dit en fronçant les sourcils. Il a dit qu'il devait déclarer le vol à la police pour les assurances. Que tu faisais l'objet d'une enquête. Je me souviens que ma mère était paniquée. Elle disait que ton nom serait fiché pour toujours. Je la fixais. Mes mains étaient engourdies. Il n'y avait jamais eu de plainte, du moins pas à ma connaissance. En rentrant chez moi, j'ai fait des recherches. J'ai appelé le commissariat, demandé tous les dossiers associés à mon nom pour cette année-là. Et c'était là. Une plainte déposée sous mon nom, me listant comme le principal suspect dans un vol domestique de 20 000 euros, signé par mon père. Je n'avais pas été inculpé, faute de preuves. Mais c'était là. Une ombre qui m'avait suivi pendant des années sans que je le sache. Ça expliquait pourquoi 2 bourses d'études m'avaient été refusées. Pourquoi certains employeurs ne m'avaient jamais rappelé. Pourquoi un propriétaire s'était soudainement volatilisé après une vérification de mes antécédents. Il ne m'avait pas seulement mis à la porte. Il m'avait marqué au fer rouge, sans jamais me le dire, sans jamais s'en excuser, sans jamais la retirer. La fois suivante où il a appelé, je n'ai pas décroché. Il a laissé un message vocal, enjoué et décontracté, comme si nous reprenions doucement notre relation. Il disait qu'il pensait organiser un petit dîner de famille, qu'Antoine et sa femme seraient là, et que maman était excitée à l'idée de me revoir. J'ai écouté, bouillant de rage. L'homme qui avait détruit ma réputation, qui m'avait laissé sans un sou, seul, et qui avait menti à tous ceux qui comptaient pour moi, organisait maintenant des dîners comme si nous étions une famille de séries télé. Mais il ne savait pas que j'étais au courant pour la plainte. Il ne savait pas que j'étais déjà en train de contacter des avocats. Et il ne savait pas que cette fois, c'était moi qui allais écrire l'histoire. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. J'allais être silencieux, stratégique et dévastateur. Car s'ils pensaient que 10 ans de silence étaient douloureux, ils étaient sur le point d'apprendre ce que signifiaient de vraies conséquences. Après avoir découvert cette plainte, quelque chose a changé en moi. Pas seulement la colère, bien qu'il y en eût beaucoup, mais une prise de conscience plus profonde, celle qui vous oblige à voir votre vie sous un nouveau jour. Pendant 10 ans, j'avais cru que le pire était l'exil, l'indifférence, l'écran de téléphone vide. Mais maintenant, je comprenais que c'était allé beaucoup plus loin. Mon propre père avait délibérément laissé une tache juridique sur mon nom.
Une qui me suivait silencieusement à travers les candidatures, les demandes de location, les bourses et les stages, comme une ombre dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Cette nuit-là, j'ai passé chaque souvenir au peigne fin. Ce stage pour lequel j'étais finaliste et dont je n'ai plus jamais entendu parler. Ce dossier de location qui était à l'étude jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Ces questions étranges sur les vérifications d'antécédents qui me prenaient toujours au dépourvu. Tout s'emboîtait maintenant. Je n'avais pas seulement été renié. J'avais été saboté. Le lendemain matin, j'ai imprimé le rapport de police et je l'ai posé sur la table de ma cuisine. Je l'ai regardé longuement. C'était surréaliste de voir mon nom sous une liste de suspects avec la signature de mon père en bas, comme un sceau final de trahison. Pas de poursuite, pas de suite, juste l'existence de l'accusation enregistrée dans le système comme une écharde. C'est là que j'ai décidé que je ne laisserais pas cela être la fin de mon histoire. Je n'allais pas laisser une décennie de silence et de sabotage me définir. Mais je savais aussi que je devais être stratégique. Je ne pouvais pas laisser mes émotions prendre le dessus. Je l'avais déjà fait, et tout ce que j'y avais gagné, c'était un cœur brisé et l'isolement. Cette fois, j'agirais avec prudence, discrètement, comme il l'avait fait. J'ai commencé par mon propre nom. J'ai demandé toutes les vérifications d'antécédents que je pouvais faire sur moi-même, j'ai payé pour les rapports complets et je les ai épluchés. Bien sûr, ce rapport apparaissait encore et encore. Pas de casier judiciaire, mais un signalement dans le système, une affaire de vol domestique classée sans suite mais liée à mon nom. J'ai consulté une avocate, trouvée par un ami du secteur associatif. Elle était brillante, patiente, et avait une façon calme de parler qui donnait l'impression que rien n'était impossible. Ça va prendre du temps, m'a-t-elle dit après avoir lu les documents, mais ce n'est pas irréversible. Elle m'a expliqué les étapes, une requête pour effacer le rapport du fichier de traitement d'antécédents judiciaires. Éventuellement un procès en diffamation si nous pouvions prouver l'intention malveillante. Le délai de prescription rendrait cette partie délicate, mais le préjudice moral était réel et potentiellement prouvable. En parallèle, j'ai commencé à tenir un journal. Pas pour un procès, pour moi. Pour la première fois depuis des années, je me suis permis d'écrire ce qui s'était passé. La nuit où j'ai été mis à la porte. Les mois passés sur le canapé d'un ami. Les entretiens d'embauche où je souriais en serrant les dents pour ne pas avoir l'air désespéré. Le réveillon de Noël que j'ai passé à manger des coquillettes au jambon tout en regardant des photos de ma famille réunie autour d'un sapin sans moi. Au début, l'écriture était gênante, puis cathartique, puis addictive. Je ne le savais pas encore, mais ce journal allait devenir la base de quelque chose de bien plus grand. Dans les mois qui ont suivi, je me suis concentré sur la reconstruction non seulement de mon nom, mais aussi de mon identité. J'ai mis toute mon énergie dans mon travail. À l'époque, j'étais monteur vidéo en freelance pour de petites entreprises et des créateurs indépendants. Le travail était irrégulier mais gratifiant. J'ai décidé de refondre mon image de marque. Nouveau portfolio, nouveaux tarifs, nouveaux clients. J'ai travaillé la nuit, le week-end, j'ai accepté tout ce que je pouvais gérer. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à me sentir utile. Cet été-là, j'ai accepté un projet de montage de documentaire pour un réalisateur local qui faisait un film sur la justice réparatrice. C'était un petit contrat, peu payé, mais ça a allumé une flamme en moi. Regarder des images de personnes en train de guérir, de confronter leur passé, de reprendre le pouvoir, ça me parlait. J'ai monté ce projet avec toute mon âme. Quand ce fut terminé, le réalisateur m'a remercié chaleureusement et a transmis mon nom à quelques collègues. En 2 mois, j'avais une liste d'attente. Pendant ce temps, mon avocate avançait lentement mais sûrement. Nous avons déposé les documents pour demander une copie complète du rapport de police de l'époque. Cela a pris des semaines, mais quand il est arrivé, il contenait un détail crucial que je n'avais pas vu auparavant. Une note manuscrite de mon père jointe au rapport. Elle disait, « Christophe est un gamin à problème. Il a des écarts de conduite. Ce n'est pas la première fois. Je m'inquiète de ce qu'il pourrait faire d'autre. » Mes mains tremblaient en lisant ça. Il ne m'avait pas seulement accusé de vol. Il m'avait dépeint comme une personne dangereuse. À la police, au système. Il n'y avait rien dans mon passé pour étayer cela. Pas d'arrestation, pas de renvoi de l'école, pas de dossier de violence, même pas un devoir rendu en retard. Il avait inventé un récit,
l'avait mis par écrit et l'avait envoyé aux autorités comme s'il réécrivait ma biographie par dépit. Quand je l'ai montré à mon avocate, elle s'est adossée à son fauteuil et a croisé les bras. Ça change la donne, a-t-elle dit. En attendant, je continuais à reconstruire ma vie de manière modeste mais significative. J'ai déménagé dans un meilleur appartement. Pas luxueux, mais propre, calme et entièrement à moi. J'ai adopté un chien d'un refuge, Milo. Un petit bâtard courageux avec plus de personnalité que de coordination. Chaque matin, nous faisions le même tour dans le parc, et chaque matin je me sentais un peu plus ancré. Ma vie sociale s'est également développée. Pas de façon explosive, mais suffisamment. J'ai renoué avec quelques vieux amis, j'ai commencé à dire oui à des choses que j'évitais auparavant, des dîners, des films, même un court week-end. La solitude que j'avais portée si longtemps a commencé à s'estomper, remplacée par quelque chose de plus chaleureux. C'était encore difficile de faire confiance aux gens, mais j'essayais. Professionnellement, les choses ont commencé à décoller. Mon activité de montage a grandi. Un de mes clients, un conférencier en développement personnel avec une audience respectable, m'a offert un contrat à long terme. J'ai commencé à gagner un salaire décent pour la première fois de ma vie. Pas riche, pas encore, mais stable, indépendant. Et puis, un soir, c'est arrivé. J'ai reçu un message d'Antoine. C'était une capture d'écran d'une publication Facebook de mon père. Le message était long, trop sentimental et rempli de demi-vérités. Il parlait du pouvoir du pardon, de la façon dont les liens familiaux peuvent guérir avec le temps, et de la manière dont la reconstruction des ponts commence par des conversations honnêtes. Il se terminait par une photo de nous quand j'étais enfant, moi assis sur ses épaules lors d'un barbecue familial, tous les deux en train de rire. J'ai eu la nausée. Pas parce qu'il voulait s'excuser, mais parce qu'il voulait contrôler le récit. Il ne me contactait pas directement. Il se donnait en spectacle, gérant préventivement son image. Mon estomac s'est retourné en lisant les commentaires. Tellement heureux que vous renouiez le contact. La famille, c'est tout ce qui compte. Fier de toi d'avoir fait le premier pas. Et voilà de nouveau ce sentiment familier d'être effacé. Réécrit. Il voulait être perçu comme le père repentant, assez courageux pour assumer ses erreurs. Mais il n'avait pas dit la vérité au monde. Il n'avait pas parlé de la plainte, des 10 ans d'abandon ou de la campagne de diffamation qu'il avait menée dans mon dos. Il voulait la rédemption sans la responsabilité. C'est à ce moment-là que j'ai su. Je ne pouvais pas laisser passer ça en silence. Je ne serais pas vindicatif, mais je ne serais pas silencieux. Plus maintenant. J'ai sorti le journal que je tenais et j'ai commencé à taper. J'ai versé chaque souvenir dans un document. Sans retenue. Sans dramatiser. J'ai juste dit la vérité. J'ai inclus des dates, des détails, des captures d'écran et des documents, soigneusement, méthodiquement. Je ne comptais pas le publier tout de suite. Je ne savais pas où cela mènerait, mais l'écrire me donnait de la force. Et un soir, en le relisant, j'ai réalisé quelque chose. Il pensait que j'étais toujours le jeune de 19 ans, toujours silencieux, toujours effrayé de faire des vagues. Mais ce n'était plus le cas. Plus maintenant. Il pensait que son dîner d'excuses et sa publication Facebook allaient effacer l'ardoise. Mais j'avais construit quelque chose de plus solide que son approbation. Je m'étais reconstruit, et bientôt, je déciderai quoi faire de la vérité. Car la justice ne consistait pas seulement à être crue. Elle consistait à être entendue. Et il allait entendre chaque mot. Je n'ai pas écrit ce texte pour qu'il devienne viral. Ça n'a jamais été le but. Quand j'ai commencé à le taper, c'était juste pour moi. Une lettre que je n'enverrai jamais. Une vérité que je devais sortir de ma poitrine pour enfin pouvoir respirer. Mais en le relisant, en faisant défiler les pages de dates, de captures d'écran, de photos et de souvenirs, quelque chose a commencé à prendre forme. Ce n'était pas juste une diatribe. C'était un dossier, une décennie de silence documenté. Le genre d'histoire qui n'avait pas besoin d'exagération parce que la vérité était assez lourde. Je l'ai simplement intitulé, il y a 10 ans, mon père m'a accusé d'avoir volé 20 000 euros. Cette semaine, mon frère a trouvé l'argent derrière un mur. Je ne l'ai pas publié. Pas encore. Mais il était là sur mon bureau, sauvegardé à 3 endroits, Google Doc, un disque dur externe et une sauvegarde cryptée.
Je n'allais pas laisser cette histoire disparaître. Cette fois, c'était moi qui avais le contrôle. Mais je savais qu'avant de faire quoi que ce soit, je devais comprendre ce que mon père avait fait pendant toutes ces années. Je m'étais concentré sur ma survie, ma reconstruction, sur le fait d'aller de l'avant. Mais il avait eu une décennie pour façonner le récit comme il le voulait. Et si cette publication Facebook était un indice, il préparait déjà le terrain pour sa rédemption. Alors, j'ai commencé à poser des questions. J'ai recontacté Rachel, la cousine qui m'avait averti pour la plainte. Elle a été prudente au début, ne sachant pas trop ce qu'elle devait dire, mais une fois que je lui ai promis de ne pas mentionner son nom publiquement, elle a commencé à se confier. Après ton départ, il a dit à tout le monde que c'était trop douloureux d'en parler, a-t-elle dit. Il a présenté les choses comme si tu avais déraillé. Il a dit qu'il avait tout essayé, mais que tu refusais d'admettre ce que tu avais fait. Puis il a en quelque sorte appuyé l'idée que tu t'étais éloigné par choix. Par choix, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Il a dit à tante Marine que tu avais coupé les ponts avec la famille, que tu étais en colère à cause du divorce et que tu t'en étais pris à tout le monde. Je me suis adossé à ma chaise, stupéfait. Donc, j'étais le méchant et celui qui était parti. Oui, dit-elle doucement. Il a fait en sorte que ça ressemble à un choix de ta part de ne plus vouloir avoir affaire à nous. Je ne savais même pas quoi répondre. L'histoire que j'avais vécue, la douleur brute d'être exilé, accusé, abandonné, était réécrite comme une crise d'adolescence. Mais toi, tu m'as cru, ai-je dit doucement. Rachel a souri tristement. J'ai toujours pensé que quelque chose clochait, mais que pouvais-je faire? Ton père a été très clair sur le fait que poser des questions n'était pas bienvenu, et personne ne voulait prendre parti. Encore cette phrase. Personne ne voulait prendre parti. Pendant 10 ans, ils avaient tous choisi la neutralité. Et ce faisant, il l'avait choisi, lui. Mais maintenant, je n'étais plus seul. Au cours des semaines suivantes, j'ai contacté d'autres personnes, quelques vieux amis de la famille, un ancien voisin, même ma conseillère d'orientation du lycée, Madame Hubert, qui avait toujours été gentille avec moi. À ma surprise, un schéma a commencé à se dessiner. Mon père avait fait plus que m'accuser. Il avait mené une véritable campagne. Il avait dit à nos voisins que je volais de petites choses depuis des années. Il avait dit à mon oncle que j'avais un problème de drogue secret que je cachais à tout le monde. Il avait dit à un ami de la paroisse que j'avais volé dans le sac à main de ma mère quand j'avais 16 ans, ce qui n'était jamais arrivé. Une personne s'est même souvenu qu'il avait dit que j'avais imité sa signature pour accéder à son coffre-fort. Chaque mensonge était légèrement différent. Mais ils peignaient tous le même tableau, j'étais dangereux, malhonnête, indigne de confiance. Et il n'avait jamais rien corrigé. Il n'avait jamais avoué quand la vérité avait éclaté. Il avait juste changé de stratégie, passant de la défense à la gestion de crise. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Il ne regrettait pas ce qu'il avait fait. Il regrettait de s'être fait prendre. Le dîner de famille, la publication Facebook, cette soudaine chaleur. Ce n'était pas pour guérir. C'était pour l'image. Il voulait contrôler les retombées avant qu'elles ne s'étendent. Il savait qu'Antoine m'avait dit la vérité. Il savait que la plainte existait toujours. Il savait que sa version des faits, si soigneusement construite, commençait à se fissurer. Et maintenant, je tenais le marteau. Alors, j'ai commencé à planifier. Je n'allais pas lui crier dessus. Je n'allais pas débarquer chez lui ou organiser une confrontation dramatique. Ce n'est pas comme ça qu'il opérait. Il ne criait pas. Il ne donnait pas de coups. Il agissait par chuchotement, par rumeur, par conversation discrète à huis clos. Alors, j'allais le battre à son propre jeu. La première étape était juridique. Avec l'aide de mon avocate, nous avons déposé une requête formelle pour que la plainte soit classée et retirée de toutes les bases de données accessibles au public. Cela prendrait du temps, mais notre dossier était solide, surtout avec la découverte de l'argent et du mot de sa main. Antoine était prêt à signer une déclaration sous serment confirmant où et quand il l'avait trouvé. La deuxième étape était personnelle. J'ai rédigé une lettre pour la famille. Pas émotive, pas dramatique, juste factuelle. J'y ai exposé ce qui s'était passé, l'accusation, la plainte, les conséquences. J'ai inclus des photos du mot trouvé par Antoine,
une copie de la plainte et un bref message, je n'écris pas ceci pour obtenir de la sympathie. Je l'écris parce que pendant 10 ans, j'ai vécu avec les conséquences d'un mensonge. Je mérite le droit de dire la vérité. Je ne l'ai pas encore envoyé. J'ai attendu. Car la troisième étape, la plus importante, était la mise en scène. J'avais besoin d'un moment, d'un rassemblement, quelque chose d'assez public pour que le silence ressemble à de la complicité. Et figurez-vous que cette opportunité m'est arrivée sur un plateau d'argent. La femme d'Antoine, Julie, organisait une fête prénatale, leur premier enfant. Elle a invité toute la famille élargie, même moi. Au début, j'ai pensé à refuser. Je ne voulais pas gâcher leur moment avec le poids de toute cette histoire. Mais Antoine m'a appelé et a insisté. « Tu devrais être là », a-t-il dit. « Tu es de la famille, peu importe ce qu'il dit. » J'ai accepté. À une condition, que papa ne soit pas prévenu. Antoine a hésité. « Tu prépares quelque chose ? » « Je prépare la vérité, ai-je dit. Rien de plus. » La fête était prévue pour la mi-juin. Un événement en plein air dans un parc local, un préau loué, un traiteur, tout le tralala. Beaucoup de membres de la famille élargie comptaient venir. Des gens que je n'avais pas vus depuis mon adolescence. Des gens qui me regardaient encore comme un fantôme quand ils me croisaient en public. J'ai décidé que ce serait le jour où je rétablirais la vérité. J'ai imprimé 25 copies de ma lettre, les ai soigneusement agrafées et les ai glissées dans une enveloppe neutre avec la mention « à lire avant de partir ». Puis, je me suis présenté. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas parlé du passé. J'ai souri, serré des mains, félicité Julie, apporté un cadeau. Je me suis assis à une table avec des cousins et j'ai fait la conversation. J'ai aidé à empiler les assiettes quand le vent s'est levé. Mon père était là, bien sûr. Il m'a adressé un sourire étrange. Il ne s'est pas approché, mais il m'a observé comme s'il attendait qu'une bombe explose. Et vers la fin de la fête, alors que les gens commençaient à rassembler leurs affaires, j'ai discrètement distribué les enveloppes, une par famille. Je n'ai pas dit ce que c'était. J'ai juste souri et dit, prenez ça avec vous. Lisez-le quand vous aurez un moment. Certains les ont ouvertes immédiatement. D'autres ont attendu. Mais en moins de 10 minutes, j'ai vu l'onde de choc commencer. Les yeux se sont écarquillés, les bouches se sont ouvertes. Les gens regardaient le papier, puis mon père, puis moi. Il l'a remarqué. Bien sûr qu'il l'a remarqué. Il s'est avancé rapidement vers moi. Sa mâchoire était serrée. Ses poings aussi. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il sifflé. Je n'ai pas scié. J'ai dit la vérité. C'est une affaire privée. Non. Tu l'as rendu public le jour où tu as dit à tout le monde que j'étais un voleur. Tu essaies de détruire cette famille. Non, je réclame mon nom. Il avait l'air de vouloir exploser, mais les regards posés sur lui l'en ont empêché. Pour une fois, c'était lui qui était scruté. Pour une fois, les chuchotements n'étaient pas à mon sujet. Je ne suis pas resté longtemps après ça. J'ai dit au revoir à Julie et Antoine, je les ai remerciés, et je suis parti. Calme, stable, imperturbable. Ce soir-là, ma boîte de réception s'est remplie de messages. Certains étaient des excuses. D'autres, des questions choquées. D'autres encore, des cœurs silencieux ou des émojis en pleurs. Mais chacun d'eux disait la même chose, je n'en avais aucune idée. Et c'était le but. Pas la vengeance, pas la rage. La reconnaissance. La vérité était sortie. Mais les conséquences, elles, ne faisaient que commencer. Et je n'avais pas encore fini. La fête prénatale a tout changé. Pas instantanément. Pas dans une explosion cinématographique de cris et d'excuses, mais par l'effet d'entraînement silencieux que la vérité produit toujours. Une enveloppe à la fois, une conversation à la fois. La nouvelle s'est répandue non seulement dans ma famille élargie, mais à travers tout l'écosystème que mon père avait si soigneusement construit au cours de la dernière décennie. Les voisins, les vieux amis de la famille, le groupe de la paroisse dont il aimait se vanter le dimanche. Tous ceux qui avaient entendu sa version de l'histoire que j'étais un fils égoïste et ingrat qu'il avait trahi et quitté la famille avaient maintenant la mienne, avec mes propres mots et des preuves à l'appui. Mais je n'avais pas fini, car si la justification émotionnelle était curative,
il restait la question de mon nom, sur les plans juridiques et professionnels. La plainte enregistrée avait été préjudiciable d'une manière que je commençais seulement à comprendre. Mon avocate avait commencé à retracer les endroits où cet incident aurait pu silencieusement entraver des opportunités. Des stages qui m'avaient échappé, des demandes de logement qui s'étaient mystérieusement enlisées. Dans un cas, une petite agence de communication à laquelle j'avais postulé 5 ans plus tôt a admis, de manière non officielle, qu'un signalement lors de la vérification des antécédents était la raison pour laquelle il n'avait pas donné suite. Même si mes qualifications s'étaient démarquées. Nous avons déposé une requête formelle pour que la plainte soit entièrement effacée de tous les fichiers. Cela nécessitait des témoignages, des documents et quelque chose de plus, une lettre de mon père se rétractant de son accusation. Je ne la lui ai pas demandé tout de suite. Je savais qu'il ne la donnerait pas de son plein gré, mais j'avais un plan. Après la fête, les appels ont commencé. Tante Marine, le cousin Léo, même un ami de la famille nommé Grégoire, que je n'avais pas vu depuis mes 17 ans. La plupart étaient abasourdis. Quelques-uns se sont excusés. Certains étaient sur la défensive, non pas pour moi, mais pour leur propre silence. Ton père n'a jamais parlé d'un mot derrière le mur, a dit l'un d'eux. Il nous a dit que tu avais avoué. Ça m'a frappé comme un coup de poing. Je n'avais pas seulement été accusé. J'avais été romancé. Mon père avait inventé une version de moi qui n'existait même pas. Un garçon malhonnête et manipulateur qui avait admis avoir volé puis était parti en claquant la porte, couvert de honte. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai su ce qui devait suivre. J'ai rédigé un dernier message. Pas à ma famille, à mon père. Un simple email, sans émotion, sans drame. Objet, prochaines étapes. Papa, tu sais ce que tu as fait, et maintenant tout le monde le sait aussi. Mais ce n'est pas fini. 6 juin, une déclaration que je te demande de signer. Une rétractation formelle de l'accusation que tu as portée en 2015, mentionnant la note que tu as laissée derrière le mur. Nous la soumettrons avec la requête pour que la plainte soit entièrement classée et effacée. C'est le strict minimum. Si tu refuses, nous procéderons sans ta coopération. Mais cette voie inclura un procès public en diffamation, que j'ai déjà commencé à préparer avec mon avocate. J'ai recueilli suffisamment de preuves, documents de police, témoignages de moralité, messages, déclarations sous serment pour monter un dossier très solide. Si cela va au tribunal, les détails deviendront publics. Je ne le souhaite pas, mais je ne serai plus ton fantôme. Tu as 5 jours ouvrables pour répondre. Christophe. Je ne m'attendais pas à une réponse, mais 3 jours plus tard, j'en ai reçu une. Un simple PDF. Signé, daté. Pas d'excuses, mais c'était fait. Nous avons soumis la rétractation avec notre requête. En 3 semaines, le signalement a été définitivement effacé. Toute trace de celui-ci a été supprimée de mes antécédents. Juridiquement, professionnellement, numériquement, il n'existait plus. Et avec ça, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Mais je n'avais pas encore terminé. La dernière partie de mon plan était silencieuse, intentionnelle, permanente. J'avais passé l'année écoulée à reconstruire ma vie, ma carrière et mon identité. J'avais un portfolio rempli de projets réussis, une liste croissante de clients et une réputation de précision et de professionnalisme. Mais maintenant, je voulais utiliser ma voix pour quelque chose de plus. J'ai lancé un podcast. Juste un petit. Pas de sponsor, pas d'intro tape à accent grave-l'œil. Juste moi, un micro et des histoires. De vraies histoires. Le premier épisode s'intitulait « Le fils qui fut effacé ». Je n'ai pas utilisé de nom. Ce n'était pas nécessaire. J'ai raconté mon histoire, du jour où j'ai été accusé au canapé sur lequel j'ai dormi, au chien que j'ai adopté, jusqu'au panneau mural dans le sous-sol. J'ai inclus chaque étape du voyage. Pas pour humilier qui que ce soit, mais pour montrer aux gens ce que c'est que d'être banni de sa propre famille sans un regard en arrière. L'épisode est devenu viral. Pas du jour au lendemain, mais lentement, un partage à la fois. Des gens m'ont écrit avec leurs propres histoires d'accusation, d'abandon, d'incompréhension. Certains m'ont dit qu'ils avaient recontacté leurs frères et sœurs pour la première fois depuis des années. D'autres ont dit qu'ils avaient enfin tenu tête à un parent qui les avait manipulés pendant des décennies. Je n'avais pas l'intention de devenir le porte-parole de qui que ce soit.
Mais d'une certaine manière, je l'étais devenu. Et c'est devenu l'acte final de ma revanche, être entendu. Non pas comme une victime, non pas comme un fils perdu, mais comme un homme qui s'est reconstruit de ses cendres et a transformé la trahison en quelque chose de significatif. Mon père n'a jamais réagi au podcast, mais j'ai entendu dire que son groupe paroissial l'avait discrètement retiré du comité d'action sociale, que quelques amis de la famille avaient cessé de répondre à ses appels, que son nom n'était plus aussi doré qu'auparavant. Il n'a pas tout perdu, mais il a perdu le contrôle. Et pour un homme comme lui, c'est pire que de perdre de l'argent. Je l'ai revu une fois, quelques mois plus tard, par hasard au supermarché. Il m'a aperçu près du rayon des fruits et légumes. Nos regards se sont croisés une seconde. Il m'a fait un léger signe de tête. Je n'ai pas répondu. Je me suis retourné, j'ai payé mes courses et je suis sorti dans l'après-midi ensoleillé sans me retourner. Je n'avais besoin de rien d'autre. Ni de sa culpabilité, ni de ses excuses, ni même de son silence. Parce que j'avais quelque chose de plus fort, ma vérité. Ma vie.